Chapitre 1. Un étrange prélude à Baker Street. C'est par une matinée mélancolique du début novembre que je me suis retrouvé une fois de plus dans les rues familières et brumeuses de Londres. Mon chemin menant instinctivement à cette modeste mais remarquable suite de pièces A221B, rue Baker, qui avait été pendant tant d'années le théâtre des triomphes extraordinaires de mon ami. La brume grise planait sur les toits. Les trottoirs étaient glissants sous la bruine nocturne, et les lampes brûlaient encore faiblement dans la faible lumière du jour, leurs reflets tremblant dans les flaques d'eau, tels des souvenirs à moitié oubliés. Ma pratique m'avait récemment conduit dans des quartiers reculés de la ville, et cela faisait plusieurs semaines que je ne m'étais pas assis en face de Holmes, ses longs doigts fins croisés devant son visage de faucon, et les volutes bleues de la fumée de tabac, enveloppant ses traits dans ce masque d'abstraction sereine que je connaissais si bien. Bien que je l'ai vu dans toutes les humeurs imaginables, du rire narquois au mépris glacial, sa présence procurait toujours un réconfort particulier, comme si l'on se tenait près d'un phare dont le faisceau constant perçait le plus épais des brouillards intellectuels. Quand j'entrai dans le salon, je le trouvai en robe de chambre, assis en tailleur sur le canapé, son violon posé sur ses genoux. L'instrument était silencieux, mais il semblait écouter attentivement une harmonie intérieure, car sa tête était inclinée et ses yeux mi-clos, comme s'il entendait ce qu'aucune oreille mortelle ne pouvait percevoir. « Ah, Watson, dit-il en ouvrant un œil nonchalamment, vous arrivez exactement 7 minutes plus tard que prévu. Madame Hudson m'a informé de votre lettre hier soir, et j'en ai déduit que votre patient à Paddington vous retiendrait un peu plus longtemps que prévu. » J'ai ri. « Tu m'étonnes, Holmes, j'ai quitté Paddington il y a à peine 20 minutes. Et je me suis arrêté acheter ces œillets au Strand, ajouta-t-il en désignant le petit paquet que je portais. Ils sont pour votre femme, je suppose. Même si j'imagine qu'elle soupçonnera que vous êtes venu en premier, à en juger par la tache d'encre sur votre manchette, qui suggère que vous avez signé les ordonnances à la hâte. » Je ne pus que secouer la tête. « Vous réduisez toujours les petits mystères à une simplicité absurde. Pourtant, j'espérais vous surprendre. »« Impossible, mon cher, » murmura-t-il avec un léger sourire. « La surprise est propre à l'inattention. » Il se leva alors, posa son violon et se tourna vers la fenêtre, dont la brume s'accumulait sur les vitres. Il resta un moment ainsi, immobile, à l'exception du léger frémissement de ses doigts, comme si son esprit jouait une fugue silencieuse sur des cordes invisibles. « Je vous attendais, dit-il enfin. J'ai besoin de votre avis médical. Un cas nous est présenté ce matin. Un cas qui, si je me fie à mon instinct, s'avérera à la fois mélancolique et instructif. »« Une affaire ?» répétai-je avec empressement. « Alors Scotland Yard vous a convoqué ?»« Pas directement. Il s'agit d'une cliente privée, une dame récemment veuve. L'affaire concerne la mort de son mari, un musicien professionnel, noyé il y a 3 nuits dans des circonstances singulières. Son corps a été retrouvé hier point canal du Régent, près de Camden Lock. J'ai cependant des raisons de croire que l'explication officielle, un accident consécutif à une ivresse, ne suffira pas. J'ai remarqué le léger resserrement au coin de sa bouche, cette indication subtile d'excitation intellectuelle qu'aucun déguisement ne pouvait complètement dissimuler. Noyé, dites-vous, et pourtant ce n'est pas un accident ? Exactement. Ce monsieur était un pianiste de grande renommée, monsieur Sebastian Linley, ancien membre de la Philharmonic Society. Selon le rapport préliminaire, il avait quitté le théâtre après la répétition, refusé un taxi et n'a plus été revu vivant. Lorsque son corps a été sorti de l'eau, sa montre indiquait 11h15. Ses doigts, cependant, ne présentaient curieusement aucune des marques habituelles d'immersion, un fait qui, à mon avis, est bien plus important que les soupçons de la police. Holmes se retourna brusquement lorsqu'on entendit des pas dans l'escalier, suivi d'un coup discret à la porte. « Entrez !» cria-t-il. Madame Hudson fit entrer une femme grande et mince, dont le lourd voile et la tenue de deuil trahissaient un deuil récent. Ses mains gantées tremblaient tandis qu'elle tenait un journal plié, dont la bordure noire racontait son histoire. « Monsieur Sherlock Holmes ?»
demanda-t-elle d'une voix basse mais assurée. « Je m'appelle, madame, » répondit Holmes en s'inclinant légèrement. « Veuillez vous asseoir. Voici mon ami et associé, le docteur Watson. Vous pouvez parler librement devant lui. » Elle inclina la tête. « Je m'appelle Evelyn Linley, je suis la veuve de feu Sébastien Linley, dont vous avez peut-être entendu parler du décès. Je viens vous voir, monsieur, car je n'arrive pas à croire que la mort de mon mari soit l'accident que la police prétend être. » Holmes la regarda attentivement, ses yeux gris s'adoucissant un instant. « Vous avez raison de suivre votre instinct, madame Linley. La vérité se cache souvent derrière le masque du hasard. Dites-nous ce que vous savez. » Elle prit une grande inspiration. « Sébastien n'était pas un ivrogne, monsieur Holmes. Il aimait l'eau, c'est vrai. Il se promenait le long du canal pour se changer les idées après un concert. Mais il n'était pas imprudent. La police a retrouvé son chapeau sur le chemin de halage et a déclaré qu'il avait dû glisser. Mais son chapeau, elle hésita, serrant son mouchoir. Son chapeau était de ceux qu'il ne portait jamais les nuits pluvieuses. Et plus que ça, sa musique, son cahier de composition, a disparu. Il l'avait toujours avec lui. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Un cahier de composition, décrivez-le. » Cuir marron, noué d'un ruban rouge. Il travaillait sur une nouvelle sonate, une qu'il disait être sa meilleure. La dernière fois que je l'ai entendu jouer, c'était 2 soirs avant sa mort. C'était une pièce étrange, obsédante, inachevée. Quand je lui ai demandé ce qui le troublait, il a simplement répondu « Il y a des notes qu'il ne faut jamais jouer à voix haute. » Un silence s'abattit sur la pièce. Holmes resta immobile, l'expression indéchiffrable. « Des notes qu'il ne faut jamais jouer à voix haute, » répéta-t-il doucement. Une phrase intrigante. Avait-il l'air effrayé en prononçant cela? Oui, et distrait. Il s'était disputé cet après-midi-là avec son patron, Sir Julius Harker, qui a financé l'orchestre philharmonique. J'ai entendu des paroles de colère, quelque chose à propos de possession de la sonate. Mon mari est parti peu après, et ce fut la dernière fois que je l'ai vu vivant. Holmes prit une grande inspiration. Sir Julius Harker, un nom que je connais. Et cette dispute était-elle publique? Non, monsieur. C'est arrivé chez nous. Sir Julius était furieux, mais il a juré qu'il ne laisserait pas l'affaire quitter la famille, quoi que cela puisse vouloir dire. En effet, dit Holmes en reprenant sa place. Madame Linley, le corps de votre mari, l'avez-vous vu avant l'enterrement? Elle frissonna. Oui, il y avait quelque chose d'anormal dans ses mains. Elles étaient raides, presque comme s'il avait serré quelque chose fort, mais rien n'était trouvé. Saisir quelque chose d'invisible, murmura Holmes. Ça aussi, ça pourrait avoir des conséquences. Il se tourna brusquement vers moi. Watson, prends note. Nous examinerons la berge du canal à Camden Lock cet après-midi. Il y a plus de musique dans cette eau que ne le soupçonne l'agent. Madame Linley se leva et rassembla son voile. Alors, vous m'aiderez, monsieur Holmes? Madame, dit-il gravement, je n'aurai de cesse que je découvre comment votre mari a trouvé la mort et pourquoi sa musique a été réduite au silence. Alors que la porte se refermait derrière elle, Holmes resta immobile pendant plusieurs minutes, le regard fixé sur la fenêtre où la buée pressait une épaisse couche de poussière contre la vitre. Un pianiste noyé, une sonate disparue et une dispute avec un homme fortuné, songea-t-il. Watson, je prévois dans ce cas une curieuse harmonie, composée non pas de notes, mais de motifs. Il se retourna soudainement. Ses yeux s'illuminèrent de cette lueur de feu familière. « Prends ton manteau, mon cher. La chasse, comme on dit, est lancée. » Chapitre 2. Le canal de Camden Lock. Il était 2h30, 7. De l'après-midi-là, lorsque Holmes et moi sommes descendus d'un fiacre sur le pont étroit qui enjambe Camden Lock, cette partie du Regent's Canal qui serpente, tel un ruban sombre, à travers les quartiers nord de Londres. La journée était devenue plus froide depuis le matin,
et un vent d'est mordant agitait l'eau en vagues ternes qui scintillaient faiblement sous le ciel plombé. Des péniches étaient amarrées le long de la berge. Une fine brume de fumée de charbon et de vapeur fluviale se mêlait, conférant à l'endroit une singulière tristesse, comme si l'air lui-même se souvenait d'une tragédie. Holmes avait emporté sa vieille canne noire, celle à tête de loup argentée, et marchait d'un pas vif sur le chemin de halage, de cette démarche longue et nerveuse qui trahissait l'activité frénétique de son esprit. Je le suivis, carnet à la main, car j'avais depuis longtemps l'habitude de consigner les détails de ces investigations, même si j'avoue, cette fois-ci je le fis avec un certain pressentiment. La mort d'un musicien dans ces eaux troubles me semblait une histoire trop triste et humaine pour s'inscrire aisément dans la froide arithmétique de la science de Holmes. « Observez, Watson, » dit mon compagnon en s'arrêtant brusquement près du coude du canal. « C'est ici que le corps a été découvert. Le rapport du gendarme indique qu'il a été déposé contre cette péniche là-bas. » Émilie Rose. Vers l'aube. Le courant est lent ici. On pourrait facilement tomber dedans, mais moins facilement dériver. Pourtant, remarquez, il se pencha, examinant la terre humide avec sa loupe. L'absence de traces de pas récentes près du bord. On ne perçoit que les larges marques des bottes des agents, imprimées depuis la récupération. Le talus lui-même est inhabituellement solide. Un homme trébuchant ici aurait laissé des traces, même minimes. Par conséquent, M. Sébastien Linley passe tombeur de ce point. Je me suis agenouillé à côté de lui. Alors, il a été jeté ailleurs? Pas forcément jeté, mon cher Watson, mais transporté peut-être après la mort. Je l'ai regardé fixement. Tu crois qu'il a été assassiné avant d'entrer dans l'eau? Les lèvres fines de Holmes s'incurvèrent dans ce léger sourire qui annonçait toujours l'odeur d'une proie intellectuelle. Je ne crois rien, pour l'instant. Mais je trouve curieux que le chapeau du défunt ait été découvert, ici, tandis que son corps était tiré à 20 mètres au-delà du virage. Un chapeau voyage rarement à contre-courant. Il s'approcha de la rambarde basse qui bordait le chemin de halage, sortant de sa poche un petit mètre ruban et un carnet. Il mesura la distance entre les poteaux, la profondeur de l'eau, et même l'angle de descente du talus. À première vue, il aurait pu ressembler à un géomètre au travail, mais je savais que sous sa calme précision, un orchestre mental jouait furieusement. « Holmes, dis-je enfin, Madame Linley a mentionné la disparition du livre de musique de son mari. N'aurait-il pas simplement pu être perdu dans le canal ?» Holmes se redressa, époussetant la terre humide de ses genoux. « Perdu ? Possible. Pourtant, l'eau ne fait pas de distinction. La police a retrouvé sa montre, son portefeuille, et même un bout de crayon, tous parfaitement intacts. Pourquoi ce seul objet de valeur intellectuelle devrait-il disparaître ? Non, Watson, quand un objet disparaît, c'est généralement parce que quelqu'un le souhaite. Nous avons été rejoints peu après par inspecteur Lestrade, dont le pas vif et l'air perpétuellement irrité et poli l'annonçaient avant même qu'il ne parle. Il leva son chapeau melon d'un hochement de tête superficiel. « Bonjour, monsieur Holmes. Je suppose que vous êtes venu jeter un coup d'œil à notre malheureux musicien. Une affaire tragique, mais simple, je crois. Un homme revient de la répétition, se promène au bord du canal, glisse, et... » Il fit un petit geste des mains. « Il glisse, inspecteur ?» demanda Holmes d'un ton doux, « et ne laisse aucune trace de sa chute sur le talus ? Allons, allons, vous devez faire mieux. » Lestrade renifla. « On a trouvé sa canne près du sentier. Il y a de la boue au bout. C'est une preuve suffisante qu'il s'est approché du bord. De plus, le chirurgien de Saint-Pancrace dit que ses poumons étaient remplis d'eau, mort par noyade. Que voulez-vous de plus ?» Les yeux de Holmes brillèrent. « Le vérité, Lestrade. Ce n'est pas le résumé qui convient. Le chirurgien a-t-il remarqué l'état des mains ?» Lestrade fronça les sourcils. « Des mains ? Eh bien oui, Red, je crois. Naturellement dans l'eau froide. Naturel, difficilement. Rigidité cadavérique dans l'eau, oui, mais pas au point de suggérer une contraction violente avant l'immersion. J'aimerais voir le rapport. » L'inspecteur soupira et sortit un papier plié de son manteau.
Holmes le parcourut rapidement, les sourcils froncés. « Comme je le soupçonnais, » murmura-t-il. « Aucune mention de contusion à la tête, bien qu'une légère contusion ait été constatée à la base du crâne. Cette contusion, mon cher Lestrade, ne résulte pas d'une chute à l'eau, mais d'un coup délibéré, bien placé et suffisant pour rendre un homme inconscient. Votre simple noyade commence donc à prendre de l'ampleur. » Lestrade haussa les épaules. « Vous êtes libre de théoriser, monsieur Holmes. Pour ma part, je m'en tiens aux faits. » Holmes plia soigneusement le rapport et le rendit. « En effet, et moi aussi. Permettez-moi une dernière remarque. La montre du défunt s'est arrêtée à 11h15 précise. Pourtant, le policier qui a vu le corps en premier a entendu une péniche passer par ici à cette heure précise. La cygne de nuit, en route pour Limehouse. Le marinier jure n'avoir rien vu dans l'eau. Le corps a donc été emporté dans le canal point après 11h15. Comment alors la montre s'est-elle arrêtée à cette heure-là? Soit la montre de notre noyé est un prophète, soit la mort est survenue ailleurs. » Pour une fois, Lestrade n'avait pas de réponse toute prête. Il marmonna quelque chose à propos de Holmes et sa métaphysique, et se retira vers le pont, nous laissant à notre observation. Holmes s'accroupit de nouveau, le regard errant comme celui d'un oiseau de proie. Il traça la rampe du doigt, marqua une pause et désigna une légère trace sur le fer. « Tu vois ça, Watson ?» Je me suis penché plus près. Une tache, brun rouille. Du sang sans doute, mais vieux, peut-être de nuit. Regardez maintenant au-delà, là où le chemin rejoint les trois chemins. Vous apercevez les traces de roues, une voiture légère, 2 roues, une voie étroite, probablement un chariot à piano. Les traces mènent à la route principale. Curieux, n'est-ce pas, qu'un piano passe par ici la nuit même où un pianiste a trouvé la mort. Sûrement une coïncidence, ai-je osé. La coïncidence, Watson, est le refuge des gens sans imagination. Holmes se redressa brusquement. Allons, suivons ces traces. Nous avons continué le long du chemin jusqu'à ce qu'il rejoigne une rue pavée bordée d'entrepôts et de parcs à bois. Les traces de roues se terminaient par un portail marqué Harker & Sons, importateur d'instruments de musique. Le panneau était délavé mais lisible, et à travers les lattes du portail, nous pouvions discerner le contour d'une petite cour remplie de caisses en bois et de pailles d'emballage jetées. Holmes émit un léger sifflement. Sir Julius Harker, encore, l'homme même avec qui Linley s'est disputé. Qu'en dites-vous, Watson? Notre coïncidence commence à sonner distinctement mélodieux. Le portail était verrouillé et aucun gardien ne se présenta. Nous nous contentâmes donc d'un bref aperçu par les ouvertures. Holmes se baissa, ramassa un fin morceau de bois et l'examina attentivement. « Du bois de rose » murmura-t-il. « Un morceau de caisse de piano. Récemment. Voyez comme il s'est fendu proprement. Watson, la piste devient intéressante. Il semble que l'entreprise de Sir Julius ne se contente pas d'instruments, elle se consacre aussi au mystère. » Il empocha le fragment et héla un agent de police qui passait pour s'enquérir des locaux de Harker. L'homme nous informa qu'aucun travail n'y avait été effectué depuis plusieurs semaines. Sir Julius maintenait son entreprise pour préserver sa réputation, mais la plupart des opérations étaient gérées depuis sa résidence près de St. John's Wood. Holmes le remercia sèchement. « Watson, dit-il tandis que nous remontions dans notre taxi, vous remarquerez peut-être une tendance qui se dessine. Un compositeur se dispute avec son mécène, disparaît et est retrouvé noyé. Ce mécène possède un entrepôt au bord du canal ou un piano, ou quelque chose qui y ressemble, a été transporté la nuit même de sa mort. Ajoutez à cela un manuscrit manquant, et nous commençons à entendre l'ouverture d'une symphonie plus sombre. »« Et ta théorie ?» demandai-je. « Ma théorie, Watson, est encore en cours de répétition, mais je peux vous dire ceci. Notre pianiste noyé n'est pas mort pour l'argent, ni par amour. Il est mort pour silence. Un silence que quelqu'un voulait désespérément préserver. Il se pencha en arrière, les yeux mi-clos, les doigts de tapotant un rythme silencieux sur son genou. « La musique, dit-il doucement, n'est qu'un son organisé. Le meurtre bien fait
n'en est que l'inversion. Chapitre 13. Sir Julius Harker de St. John's Wood. Le lendemain matin, froid et lumineux, un soleil pâle perçait la brume qui planait au-dessus des toits de la ville. Holmes était déjà en émoi lorsque je descendis prendre mon petit déjeuner. Sa longue robe de chambre balayait le sol comme la robe d'un érudit, et son violon ouvert reposait sur la table, à côté des restes d'un repas intact. Il me salua d'un bref hochement de tête, le regard lointain et distrait. « Bonjour, Watson, » dit-il sans lever les yeux. « J'espère que vous avez bien dormi. Moi, par contre, j'ai passé la moitié de la nuit à examiner la géométrie de ce canal et la probabilité d'une tromperie par voie d'eau. »« Tu veux dire que tu es réveillé depuis notre retour ? » ?»« En effet. L'esprit, lorsqu'il flaire un mystère, ne connaît aucune fatigue. J'ai formulé certaines hypothèses, musicales, géographiques et criminelles. Et maintenant, ajouta-t-il en refermant son carnet avec un claquement sec, nous allons les mettre à l'épreuve. Sir Julius Harker nous a invités, ou plutôt je me suis invité, pour déjeuner à sa résidence de St. John's Wood. Vous avez l'intention de le confronter directement ? Holmes sourit légèrement. Mon cher Watson, je n'ai jamais affronté. Je ne serai pas un homme tant que je ne connaîtrai pas la forme de ses mensonges. Je me contenterai de l'observer. Et peut-être, si la fortune me sourit, qu'il m'observe. À 11 heures, nous étions en route à travers les avenues sinueuses de St. John's Wood, nos roues de taxi crissant sur les allées de gravier de ce faubourg élégant. La maison de Sir Julius Harker, Rosemere Lodge, se détachait quelque peu de ses voisins. Imposante structure géorgienne en pierre claire, ornée de lierres grimpant aux colonnes et gardée par 2 lions de pierre. Avant même d'y entrer, j'ai senti une atmosphère austère et vigilante, comme si le lieu lui-même gardait des secrets. Un domestique en livrée sobre nous fit entrer dans une salle spacieuse ornée de trophées musicaux, portraits de compositeurs, lyres dorées et partitions encadrées sous verre. Un léger parfum de vernis et de vieux parchemins flottait dans l'air. « Sir Julius vous attendra sous peu, » dit l'homme, et il se retira. Le regard perçant de Holmes parcourut la pièce. « Un homme qui décore ses murs du génie des autres, » murmura-t-il. « Intéressant. » Nous fûmes bientôt rejoints par Sir Julius lui-même, un homme grand et large d'épaules, la cinquantaine avancée, ses cheveux autrefois noirs, striés de gris fer, et ses manières empreintes d'une froide autorité. Son regard sombre et intelligent nous observait avec un mélange de curiosité et d'irritation. « Monsieur Sherlock Holmes » dit-il en tendant une main d'une force surprenante. « Et le docteur Watson, si je ne me trompe. Vous enquêtez tous deux, je crois, sur la mort regrettable de mon protégé, Sebastian Linley. »« C'est vraiment regrettable, » répondit Holmes. « Votre nom, Sir Julius, a été mentionné par Madame Linley comme celui du protecteur et ami de son mari. » Il inclina la tête. « Ami, oui, même si ces derniers temps, je le crains, ce n'est pas un ami agréable. » Les artistes, monsieur Holmes, sont des êtres délicats, enclins à la fantaisie et au ressentiment. Linley s'estimait lésé parce que j'exigeais une part des droits sur sa nouvelle sonate. Après tout, je lui avais avancé une somme considérable pour sa composition. Et la dernière fois que tu l'as vu ? 2 soirs avant sa mort, dit Harker, le visage dur. Nous nous sommes disputés, je l'avoue. Des mots ont été prononcés qu'il aurait mieux valu taire. Pourtant, je ne voulais pas faire de mal à cet homme. Il avait de la valeur pour moi, tant sur le plan commercial que sentimental. Holmes s'assit en face du grand homme, les doigts croisés. « Vous parlez de valeur, Sir Julius, comme on parlerait d'un investissement. » Harker fit une moue. « Appelez ça comme vous voulez. L'art, monsieur Holmes, a besoin de mécènes. Sans des hommes comme moi, le génie mourrait de faim dans les mansardes. Linley était un génie, quoique capricieux. Sa dernière sonate, nocturne en mi mineur, disait-il, possédait des qualités que je ne peux décrire. Elle affectait l'auditeur, étrangement. Encore aujourd'hui, j'en perçois les dernières mesures dans ma tête. « Vous avez donc le manuscrit ?» demanda rapidement Holmes. « Je l'ai fait, » répondit Harker, « mais elle a disparu.
Quand je me suis rendu chez Linley après sa mort, la partition était introuvable. Les yeux de Holmes brillèrent. Alors, il a bel et bien été volé. Harker hésita, puis dit « Je ne dis pas ça. Peut-être l'a-t-il détruit lui-même. Il y avait quelque chose de malsain dans cette musique. » Il pâlit et devint nerveux en l'écrivant, comme hanté par les sons mêmes qu'il créait. À ces mots, le regard d'Holmes s'intensifia d'un intérêt soudain. « Malsain, dites-vous? Veuillez développer. » Sir Julius s'agita sur sa chaise. La sonate contenait des passages discordants, presque artificiels. Il prétendait entendre des harmonies dépassant les limites de la hauteur humaine, des sons qui persistaient dans l'esprit longtemps après que l'oreille ait cessé de les percevoir. Au début, je l'ai trouvé fantaisiste, mais lorsqu'il me l'a joué, j'avoue avoir ressenti une étrange sensation, une pression sur les tempes, comme si l'air lui-même vibrait d'une vibration invisible. Holmes resta parfaitement immobile. « Et vous avez assisté à ce spectacle le soir même de votre dispute ?» ?»« Oui. Il a refusé de la reprendre pour l'orchestre philharmonique, prétextant qu'elle était inachevée. Quelle sentimentalité insensée! Une composition n'est rien sans public. J'ai insisté pour qu'il la publie sous nos noms communs. Il a refusé, est devenu violent et est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. » Il y eut un silence. Holmes se leva et commença à déambuler lentement dans la pièce, son regard scrutant chaque objet, un piano à queue polie comme un miroir, un casier à partition et, sur une table d'appoint, la photographie d'une femme en robe de soirée. « Votre fille ?» demanda-t-il en y jetant un coup d'œil. Harker se raidit légèrement. « Oui, mademoiselle Clara Harker. Elle m'assiste dans mes affaires, et est elle-même une pianiste prometteuse. » Holmes inclina la tête. « Partage-t-elle votre admiration pour le génie de M. Linley ?» Une légère rougeur monta aux joues du vieil homme. « Clara est jeune et impressionnable. Elle l'appréciait, je crois, comme tout artiste l'apprécierait pour celui qui l'a inspiré. Mais cela ne vous regarde pas. »« Au contraire, » dit doucement Holmes, « les affections humaines fournissent souvent l'harmonie sous laquelle le crime écrit ses thèmes les plus sombres. » Avant que Harker puisse répondre, la porte s'ouvrit et une jeune femme entra. Elle était grande et gracieuse, avec un visage délicat et sérieux, et des yeux d'un gris clair. Sa robe de deuil était simple mais élégante, et il y avait dans ses manières une dignité discrète qui imposait instantanément le respect. « Père, » dit-elle doucement, « je ne savais pas que vous aviez des visiteurs. »« Monsieur Sherlock Holmes, mademoiselle Harker, » dit-il brièvement. « Il enquête sur la mort de monsieur Linley. » Elle se tourna vers Holmes, l'air à la fois curieux et appréhensif. « Alors, monsieur, vous ne croyez pas que c'était un accident ?»« Je crois rarement aux accidents, » répondit Holmes. « Ils sont trop souvent le refuge des gens sans imagination. Une phrase que, je le crains, je répète à l'excès. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Alors je suis contente que vous soyez venu. Mon père dissipe mes craintes, mais je suis convaincu que la mort de M. Linley n'était pas un simple faux pas. Il avait peur, terriblement peur, avant de mourir. » Harker fronça les sourcils. « Clara !» Mais la jeune fille insista, la voix tremblante. « Il est venu me voir de nuit avant sa mort. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose dans sa musique, quelque chose qu'il avait découvert, que d'autres tueraient pour posséder. Il m'a supplié de me tenir loin du canal, de l'entrepôt, de... » Elle s'interrompit brusquement, jetant un coup d'œil à son père. « De quoi ?» demanda doucement Holmes. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais avant qu'elle puisse répondre, Sir Julius se leva brusquement. « C'est tout à fait ça, Clara. Monsieur Holmes, ma fille est bouleversée. Je ne laisserai pas sa détresse ravivée par des imaginations morbides. » Le regard de Holmes les parcourut rapidement, remarquant le tremblement des mains de la jeune fille et la raideur de la mâchoire de son père. « Comme vous le souhaitez, Sir Julius. Je n'insisterai pas, pour l'instant. » Nous avons pris congé peu après. Alors que notre taxi s'éloignait en vrombissant sur la route bordée d'arbres, je me suis tourné vers Holmes. « Eh bien, qu'en pensez-vous » Il sourit faiblement.
Sir Julius Harker est un homme intelligent mais dépourvu d'imagination, ce qui le rend dangereux. Sa fille, en revanche, a de l'imagination, mais aucune ruse. Entre eux se trouve notre pianiste noyé, et une sonate qui, si jamais je l'entends, pourrait tout expliquer. Et que proposez-vous ensuite ? Holmes tapota pensivement ses doigts. Pour aller voir l'appartement de feu M. Linley à Bloomsbury. Si le manuscrit a vraiment disparu, peut-être a-t-il laissé son ombre. Il s'adossa contre le siège, son expression exprimant une profonde satisfaction. « Watson, murmura-t-il, nous écoutons une symphonie de tromperie, et nous venons tout juste d'entendre l'ouverture. » Chapitre 4. La chambre silencieuse à Bloomsbury. L'après-midi touchait déjà à sa fin lorsque Holmes et moi sommes arrivés. Bloomsbury, ce vieux quartier quelque peu miteux de Londres qui semble perpétuellement embaumé par la poussière, l'encre et les fantômes des érudits. Monsieur Sébastien Linley avait occupé des chambres à l'étage d'une maison étroite à rue Keppel, surplombant la longue rangée de platanes qui divisait le trottoir. Une légère bruine commençait à tomber, aussi douce que le murmure du papier contre la vitre, et les becs de gaz s'allumaient un à un tandis que nous montions l'escalier. Un silence mélancolique régnait. La propriétaire, Madame Griggs, une petite femme nerveuse aux yeux rouges et aux mains constamment agitées, nous reçut avec un mélange de curiosité et de crainte. Holmes sortit sa carte, et l'autorité de son nom suffisait à dissiper toute hésitation qu'elle aurait pu ressentir. « Vous avez été envoyé par madame, monsieur ?» Madame Linley, demanda-t-elle en serrant son tablier. Par madame Linley, oui, répondit Holmes d'une voix douce. Nous souhaitons examiner les appartements de monsieur Linley exactement tels qu'il les a laissés. Vous nous ferez l'honneur de veiller à ce que personne n'y entre pendant notre visite. Oh, personne n'est revenu depuis que le gendarme l'a scellé, monsieur, lui assura-t-elle. Cette pièce me donne vraiment la chair de poule. Il restait assis à son piano pendant des heures, à jouer des morceaux étranges, jusqu'à en avoir mal aux os. Et la semaine dernière, Seigneur, il y a eu un tel bruit, une nuit, comme du vent dans une serrure. Je lui ai dit le lendemain matin, « Monsieur Linley, les voisins vont se plaindre. » Mais il a juste souri de son pâle sourire et a dit, « Pas du vent, Madame Griggs, juste l'air qui se souvient. » Les yeux de Holmes brillèrent. L'air se souvient, eut une expression curieuse. « Merci, Madame Griggs. Vous pouvez attendre en bas. » Il prit la petite clé en laiton qu'elle lui offrait et ouvrit la porte de la chambre du défunt musicien. La pièce était propre, mais singulièrement dépouillée. Un étroit lit en fer se dressait dans un coin, face à un bureau empilé de papiers manuscrits. Contre le mur du fond, sous l'unique fenêtre, reposait une grand piano, son couvercle à moitié levé, comme si son propriétaire s'était simplement éloigné entre deux mouvements. La poussière s'était accumulée à sa surface, et une légère fraîcheur flottait dans l'air. Ce calme particulier qui persiste dans les lieux où la musique a vécu. Holmes resta immobile sur le seuil un long moment. « Le sentez-vous, Watson ?» demanda-t-il doucement. « Une atmosphère est aussi éloquente qu'un témoin. Cette pièce évoque l'intellect sous tension et la peur. J'ai regardé autour de moi. Les murs étaient tapissés de livres de théorie musicale, de traités en allemand et en français, et de quelques revues éparses. Sur le bureau se trouvaient des stylos, un diapason et un petit métronome figé en plein mouvement. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est un morceau de parchemin déchiré épinglé sous un presse-papier. Holmes était là avant moi. Il souleva délicatement le poids et examina le fragment sous sa loupe. « Une notation musicale, » murmura-t-il, « mais incomplète. Une seule mesure. Observe ces notes, Watson. Mi fa mi si, répété 2 fois, puis brusquement coupé. Et là, l'encre est maculée, comme par une main tremblante. J'ai regardé de plus près. Un thème de la sonate disparue, peut-être ? Sans aucun doute. Mais plus que cela, un message. Cette configuration de notes n'est pas seulement musicale. Elle forme, interprétée par chiffrement, les lettres H-A-R-K. L'ouverture de Harker. Vous comprenez ?
Notre compositeur a peut-être laissé un indice avant de mourir. » J'étais stupéfait. « Tu veux dire que Linley avait prévu son destin ? » ?»« C'est possible. Un artiste peut exprimer par des symboles ce que la peur l'empêche d'exprimer. Voyons plus loin. » Holmes s'approcha du piano. Avec une extrême prudence, il souleva le couvercle et examina les touches. Une légère décoloration marquait l'ivoire sous l'octave médiane. Il frappa légèrement une touche, qui produisit un son terne, presque métallique. « Désaccordé, observa-t-il. Mais pas par négligence. Quelqu'un a trafiqué les cordes. » Il sortit de sa poche un petit tournevis, un de ces instruments curieux qu'il gardait pour les imprévus les plus improbables, et retira délicatement le panneau avant du piano. Ce qu'il contenait le fit siffler doucement. Entre les fils tendus, soigneusement pliés et fixés par de la ficelle, se trouvait une enveloppe scellée. Holmes la extrait et a lu à haute voix l'inscription. « À délivrer seulement si un malheur m'arrive. S. Linley. » Le sceau portait l'empreinte d'une clé de sol. « Par Jupiter !» m'exclamai-je. « Il a caché sa lettre dans le piano. » Où, Watson, un musicien pourrait-il cacher son testament, sinon au cœur de son instrument ? Voyons maintenant quelle confession notre noyé a laissée. Holmes brisa soigneusement le sceau et déplia la lettre. L'écriture était ferme, mais rapide. Si ceci devait parvenir entre les mains de quiconque en quête de vérité, sachez que moi, Sébastien Linley, je suis suivi et en danger. Mon mécène, Sir Julius Harker, convoite ma composition, non pas pour son art, mais pour ce qu'elle contient. J'ai découvert dans la résonance de certains accords une vibration au-delà du son ordinaire, une vibration qui affecte l'esprit et les nerfs. Harker l'appelle la fréquence de l'obéissance. Il l'utiliserait pour commander aux hommes comme on commande à un chien avec un sifflet. Je ne laisserai pas mon œuvre devenir un tel instrument. Si je suis retrouvé mort, ce sera de sa main ou de celle de ses agents. La sonate, le nocturne en mi mineur, est cachée là où seuls les noyés peuvent l'entendre. La lettre s'arrêtait là. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla. Dehors, la pluie crépitait contre la vitre comme des doigts tapotant sur le verre. « Bon Dieu !» murmurai-je. « Tu crois ça, Holmes ? Infréquence d'obéissance. C'est sûrement de la folie. » Holmes plia la lettre et la glissa dans sa poche de poitrine. « De la folie, peut-être. Mais même la folie peut avoir un effet. L'acoustique est une science jeune, et certains phénomènes ne sont pas encore mesurables par des instruments humains. Si Linley découvrait par hasard une vibration capable d'influencer les émotions ou l'équilibre, cela tenterait assurément un homme comme Harker, dont l'ambition dépasse la conscience. » Il s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement les rideaux. « Remarque, Watson, la vue. Juste en face se trouve un entrepôt avec une ruelle menant au canal. Je crois qu'il appartenait à Harker. Ces hommes auraient facilement pu transporter le corps à la faveur de la nuit. » À cet instant, un léger craquement retentit sur le palier. Holmes tourna brusquement la tête. Il traversa la pièce en deux, enjambée silencieuse, et ouvrit la porte d'un coup sec. Mais le passage était vide. « Quelqu'un a écouté, » dit-il doucement. « Vous avez peut-être remarqué le mouvement de cette ombre sur le seuil. Je n'ai rien vu. Alors, mon cher Watson, vos yeux ne sont pas encore habitués à l'observation pianissimo. » Il sourit faiblement. « Peu importe. Nous partirons par l'escalier de service. Notre ami invisible trouvera l'appât retiré du piège. » Avant de partir, Holmes remit le panneau du piano exactement comme il l'avait trouvé, ne laissant aucune trace de dérangement. En bas, Madame Griggs sortit de son salon en se tordant nerveusement les mains. « Tout était en ordre, monsieur ?»« Parfaitement, » répondit Holmes. « Je vous conseille toutefois de fermer votre porte à clé après la tombée de la nuit. Certains confondent peut-être curiosité et sécurité. » Ses yeux s'écarquillèrent, mais il ne donna aucune autre explication. Nous sommes sortis sous la bruine, où notre taxi nous attendait. Une fois à l'intérieur, je n'ai plus pu me retenir. « Holmes, c'est une affaire extraordinaire.
Vous ne croyez sûrement pas à cette théorie extravagante de musique hypnotique ?» Il sourit de cette façon exaspérante et sereine qui lui était propre. « Watson, je le félicite rien jusqu'à preuve du contraire. Pourtant, j'ai appris que ce que le monde considère comme impossible est souvent prématuré. Souvenez-vous du téléphone, du gramophone, des rayons X. Pourquoi pas une vibration qui stimule non pas le corps, mais l'esprit ?» Je secouai la tête. « Et maintenant ?» Il tapota la poche où se trouvait la lettre. « Maintenant, mon cher, écoutons plus attentivement. Les paroles de Linley nous disent que la sonate se trouve là où seuls les noyés peuvent l'entendre. J'imagine que cela signifie sous l'eau, peut-être dans le canal lui-même. Si c'est le cas, notre prochaine visite ne sera pas dans un salon, mais dans un bouge. » Il se pencha en arrière, ses yeux brillants. « Ce soir, Watson, nous retournons à Camden Lock. Apportez votre revolver et vos bottes les plus épaisses. Le pianiste noyé aura peut-être encore quelque chose à dire. » Chapitre 5. Voix sous l'eau. Il était presque minuit quand Holmes et moi nous sommes retrouvés une fois de plus près du Camden Lock, ce même tronçon sinistre du canal où le corps du pauvre Sébastien Linley avait été découvert. Une brume pâle planait sur l'eau noire comme un être vivant, ondulant et s'enroulant dans la brise fraîche qui soufflait du nord. Les réverbères du chemin de halage projetaient de longs reflets tremblants, et depuis une taverne lointaine, flottaient les notes faibles et mélancoliques d'un accordéon. Holmes, emmitouflé dans son pardessus et le col relevé, se déplaçait silencieusement à mes côtés. Sa lanterne, dont le capuchon formait un étroit faisceau, se balançait dans sa main, n'éclairant les pavés que par à-coups. Aucun bruit ne provenait des entrepôts qui se dressaient de chaque côté. Seul le grincement lent et rythmé d'une péniche amarrée plus bas, se balançant doucement au gré du courant. « C'est exactement ce que j'attendais, Watson, » murmura Holmes. « Observez le silence. La nuit elle-même semble retenir son souffle. »« Tu crois qu'on trouvera quelque chose sous la surface ?» demandai-je, essayant de masquer le malaise qui m'envahissait. « Je crois, dit-il, que feu M. Linley était un homme aux habitudes littérales. Lorsqu'il écrivit que sa sonate se trouve là où seuls les noyés peuvent l'entendre, je ne pense pas qu'il ait parlé par métaphore. Il y a quelque chose de caché sous cette eau, quelque chose qu'il voulait que nous trouvions. » Il s'arrêta près d'un tas de vieux bois, baissa le faisceau de sa lanterne et s'agenouilla. Là, à moitié enfoui dans la boue et le limon, on pouvait apercevoir la faible trace de roue, une brouette ou une charrette à bras peut-être, et les traces éraflées de lourdes bottes menant au bord du canal. « Récemment, » dit Holmes, « ces 2 dernières nuits, à mon avis. Le poids était lourd, la charge était lourde, mais la marche était ferme. Un homme, peut-être 2. » Il sortit de sa poche une petite sonde en acier et l'enfonça délicatement dans la boue. Après quelques instants, il heurta quelque chose de dur. Avec une exclamation basse, il commença à gratter le sol jusqu'à ce qu'apparaisse la forme d'un caisse en bois apparu. Ses bords étaient usés et noircis par l'eau. Holmes me jeta un rapide coup d'œil. « Le secret du noyer, Watson. Aide-moi. » Ensemble, nous avons hissé la caisse depuis le bord de l'eau. Ce n'était pas une mince affaire, car elle était trempée et lourde. Une fois sur le sentier, Holmes l'ouvrit avec la lame de son couteau pliant. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un liasse de papier sait, ce qui semblait être un boîtier métallique plat, terni mais intact. Holmes ouvrit le premier l'étui. À l'intérieur, rembourré de velours, reposait un cylindre en acier poli, semblable aux bobines phonographiques récemment popularisées par M. Edison. Une légère odeur d'huile et d'algues s'en dégageait. « Un enregistreur, » dit Holmes les yeux brillants. « Remarquable, notre compositeur nous a peut-être laissé sa voix. » Il examina ensuite la liasse de papier. Il s'avéra qu'il s'agissait de la partition complète de l'œuvre inachevée de Linley. Le nocturne en mi mineur. La dernière page portait une note griffonnée, à jouer dans le silence. La vérité s'entend quand tout le reste cesse. Holmes étudia cela un instant, les sourcils froncés. Jouer dans le silence.
murmura-t-il. Un paradoxe digne d'un philosophe ou d'un fou. Pourtant, Watson, la musique repose sur les mathématiques, et les mathématiques sur la vérité. Il y a peut-être là quelque chose, au-delà de la poésie. Avant que je puisse répondre, un léger éclaboussement rompit le silence derrière nous. Nous nous retournâmes brusquement. Quelque chose, ou quelqu'un, bougeait dans le brouillard. Holmes éteignit aussitôt sa lanterne. « À terre, Watson !» siffla-t-il. Nous nous sommes accroupis derrière la caisse lorsqu'une silhouette sombre est apparue sur le chemin de halage. L'homme était grand et large d'épaules, emmitouflé dans un long manteau, son chapeau enfoncé. Il s'est arrêté au bord de l'eau, observant autour de lui, puis s'est penché et a examiné le sol où nos empreintes étaient fraîchement imprimées dans la boue. La main de Holmes a trouvé ma manche, et j'ai senti l'acier froid de mon revolver se presser contre ma paume. « S'il s'approche de nous, a-t-il murmuré, visez bas. Je préfère les réponses aux nécrologies. » Pendant de longues secondes, la silhouette resta immobile. Puis, visiblement satisfaite que ce qu'elle cherchait ait disparu, elle se retourna et se fondit dans le brouillard, se dirigeant vers l'entrepôt. Holmes attendit que les pas s'estompent avant de se lever. Comme je le soupçonnais, nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à l'héritage de Linley. « Tu penses que c'était Harker lui-même » Holmes secoua la tête. Harker ne se salirait pas les pieds, plutôt un agent, peut-être quelqu'un qui réalise maintenant que la caisse a disparu. Nous devons partir avant qu'il ne revienne avec des hommes. Nous avons porté notre prix jusqu'au taxi qui nous attendait, Holmes insistant pour placer la caisse entre nous sur le siège. Une fois sur la route en direction de Baker Street, il a déverrouillé la caisse, tenant le cylindre d'acier à la lumière du phare du taxi. « Ce n'est pas une bobine de phonographe ordinaire, » dit-il. « Remarquez la fine gravure sur le pourtour. Ce n'est pas une fabrication anglaise. Allemande, devrais-je dire, et récente. » Des rumeurs circulaient sur un ingénieur de Leipzig qui expérimentait les harmoniques subsoniques, des sons inférieurs au seuil de l'audition. Si Linley a travaillé avec lui, cet appareil pourrait contenir des sons conçus pour affecter le système nerveux lui-même. J'ai frissonné. « Tu parles de la soi-disant fréquence d'obéissance. » Holmes esquissa un sourire sinistre. « Réservons notre jugement, mais si ce cylindre peut influencer l'esprit, même à un degré minime, nous tenons entre nos mains une découverte aussi dangereuse que n'importe quel explosif. » Arrivée à Baker Street, Madame Hudson, encore éveillée et légèrement scandalisée par notre heure tardive, nous fit entrer avec beaucoup de gloussements et de protestations. Holmes la dépassa, portant le cylindre comme on le ferait avec un spécimen volatile. Dans le salon, il posa l'objet sur la table et alluma la lumière du gaz. « Maintenant, Watson, nous allons voir quelle musique les morts nous ont laissée. » Il sortit de son étagère un phonographe Edison, un cadeau récent d'un client new-yorkais, et d'une main experte, il ajusta le cylindre pour qu'il s'y adapte. « Tenez-vous prêt, » dit-il en remontant la manivelle. Les premiers sons furent faibles, un léger bourdonnement, sans gêne, montant et descendant comme l'écho du vent dans une caverne. Puis vint une tonalité, pure et régulière, qui semblait vibrer non seulement dans l'oreille, mais aussi au plus profond de la poitrine. La pièce elle-même parut trembler. La flamme du bec de gaz vacillait violemment, bien qu'il n'y eût pas de courant d'air. « Mon Dieu, » murmurai-je, « tu entends cette résonance ?» Holmes ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur le phonographe, l'air figé. Le son devenait plus étrange, chargé de faibles harmoniques, insaisissables et inquiétants, comme le murmure de voix sous-marines. J'éprouvais un vertige soudain, une pression dans le crâne, comme si l'air lui-même était devenu lourd. Puis, brusquement, le ton cessa. Holmes expira brusquement et tendit la main pour arrêter la machine. Sa main tremblait légèrement. « Extraordinaire, » dit-il d'une voix rauque. « Tu l'as senti aussi, Watson ?» ?»« Oui, comme si le rythme de mon cœur avait changé. » Il hocha la tête. Linley n'était pas fou. Il avait découvert une vibration capable d'affecter le système nerveux humain. « La question est,
L'utilisait-il simplement à des fins artistiques ou pour le contrôle? Avant que je puisse répondre, il y eut un coup sec frappe à la porte en bas, 3 coups rapides, puis le silence. Holmes se raidit. « Est-ce cette heure-ci » Nous avons attendu. On a frappé à nouveau, plus fort cette fois, et on a entendu le bruit distinct d'une clé raclant dans la serrure. Holmes souffla la lampe. « Quelqu'un est entré. Vite, Watson, dans la chambre. » Nous nous sommes glissés dans la pièce voisine au moment même où la porte du salon s'ouvrait. Par l'étroite fente, j'ai aperçu la lueur d'une lanterne et la silhouette d'un homme entrant prudemment. Il s'est dirigé droit vers la table, vers le cylindre. Holmes s'est penché vers mon oreille et a murmuré « Notre visiteur revient pour la musique. Calme-toi. » La main gantée de l'intrus se tendit, et à cet instant, Holmes bondit. La lutte fut brève mais acharnée. Je me suis précipité pour l'aider, saisissant le bras de l'homme qui tentait de se libérer. Sa lanterne est tombée et s'est brisée, nous plongeant dans l'obscurité, à l'exception de la lueur des braises mourantes. Holmes se tordit, un cri de douleur retentit, et l'homme s'effondra. Quand nous avons allumé une lumière, notre captif gisait plaqué contre le tapis du foyer. Son chapeau était tombé, révélant un visage pâle, semblable à celui d'un faucon, que j'ai immédiatement reconnu. C'était Sir Julius Harker. Holmes se leva lentement, le regard froid. « Bonsoir, Sir Julius. Vous êtes venu de loin de Bloomsbury pour récupérer ce que vous appelez le vôtre. Peut-être resterez-vous pour expliquer pourquoi un gentleman de votre rang rôde dans Baker Street à minuit à la recherche de la musique d'un défunt. » Harker le fusilla du regard, essoufflé. « Vous vous mêlez de choses qui vous dépassent, Holmes. Cette composition m'appartient de droit, et si vous tenez à votre vie, vous la lui remettrez. » Holmes le regarda un long moment, puis dit doucement. « Vous vous trompez de tonalité, Sir Julius. Ce n'est pas de l'obéissance que j'entends dans cette musique, mais de la culpabilité. » Chapitre 6. La fréquence de l'obéissance. L'aube grise et hésitante s'insinuait à travers les fenêtres de Baker Street lorsque Holmes ordonna enfin d'attiser le feu et de tirer les rideaux. Sir Julius Harker, pâle et hagard, était assis cloué au fauteuil près de l'âtre. Sa cravate immaculée pendait de travers, et ses gants fins, désormais déchirés, gisaient sur le tapis à côté de lui. Le masque fier de l'homme politique avait glissé, révélant sous lui une peur froide et calculatrice. J'avoue que j'ai ressenti une satisfaction sinistre. Peu d'intrus dans nos chambres méritaient une capture aussi complète. Holmes, quant à lui, se tenait devant le feu, les mains jointes dans le dos, la lueur illuminant les traits nets de son visage. Ses yeux gris brillaient de cet éclat particulier que j'avais appris à connaître, l'expression d'un esprit au bord de la révélation. « Vous avez du culot, Sir Julius, » commença Holmes d'une voix calme. « Vous êtes entré par effraction dans mon appartement à une heure aussi indécente, sans même avoir la courtoisie d'une carte de visite. » Harker ricana. « Vous ne me laissez pas le choix. Ce cylindre contient des recherches privées, des recherches d'État. Vous mettez en danger non seulement votre propre personne, mais aussi la paix de ce pays. » Holmes inclina légèrement la tête. C'est rassurant de savoir que le cambriolage fait partie des devoirs du service public. L'homme s'agita sur son siège, son sang-froid visiblement s'effritant. « Vous n'avez aucune idée des forces avec lesquelles vous vous mêlez, Holmes. J'ai le soutien du ministère de l'Intérieur. Si vous persistez, je veillerai à ce que ni vous ni votre vétérinaire ne remettiez jamais les pieds en Angleterre. » Je sentis mes joues rougir sous l'insulte, mais Holmes leva la main pour me faire taire. « Évitons les menaces en l'air, Sir Julius. Elles sonnent aussi creux que votre conscience. Vous nous éclairerez, ou je confierai l'affaire aux mains expertes de l'inspecteur Lestrade. Il est au moins ponctuel, sinon brillant. » À l'évocation de Lestrade, la défiance de Harker vacilla. Son regard se porta sur le phonographe, toujours posé sur la table, tel un témoin silencieux. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix s'était adoucie, même si l'amertume persistait. « Vous ne comprenez vraiment pas, Holmes. L'appareil, l'invention de Linley,
est capable de manipuler les rythmes du cerveau humain. Certaines fréquences peuvent induire l'obéissance, la peur, voire l'extase. Le ministère lui a demandé d'explorer ces phénomènes pour contrôler les foules, un système de pacification pour les émeutes, les soulèvements, tout ce qui menace la stabilité de la couronne. J'ai commencé. Mon Dieu, tu veux dire que cette musique peut contrôler l'esprit des hommes ? Pas directement, dit Harker avec un soupir las, mais cela modifie les réactions du corps. Cela rend les hommes dociles, influençables. L'effet est temporaire mais puissant. Linley l'a perfectionné. Il l'a appelé la fréquence d'obéissance. Mais c'était un imbécile. Il a voulu le révéler publiquement, prétendant qu'il apporterait la paix par l'harmonie. Paix. Il a craché le mot. Il aurait livré la plus grande arme de l'Empire aux journaux. Le visage de Holmes était figé comme du marbre. Et vous l'avez donc réduit au silence. Harker esquissa un sourire glacial. Tu ne peux pas le prouver. Non. Holmes marchait lentement devant l'âtre. La nuit où Linley est mort, on l'a vu pour la dernière fois quittant votre club de Pall Mall. Vous avez dîné ensemble, soi-disant pour discuter de la première de sa sonate. Pourtant, on l'a retrouvé le lendemain matin dans le canal, les poumons remplis d'eau, le crâne meurtri, mais aucune trace de lutte sur ses mains. Noyé, certes, mais pas de panique. Un homme en transe, peut-être, immergé volontairement. La bouche de Harker se contracta, trahissant un léger tremblement d'alarme. Holmes poursuivit d'une voix de scalpel. « Vous aviez déjà instrumentalisé sa musique, n'est-ce pas ? Vous avez joué sur lui sur la fréquence qu'il avait conçue, transformant son art en sa perte. Sous son charme, il a marché vers la mort aussi paisiblement qu'un enfant se couche. » Les yeux du politicien flamboyèrent. « Vous n'imaginez pas l'enjeu, Holmes. De telles découvertes sont à l'origine de l'essor et de la chute des nations. J'ai agi pour le bien commun. » Le ton de Holmes s'aiguisa. Le bien commun était le premier refuge de ceux qui convoitent le pouvoir. Pendant un long moment, seul le sifflement du feu rompit le silence. Puis Harker rit d'un rire sourd et sans joie. « Vous vous croyez intelligent, mais vous n'avez aucune preuve recevable devant un tribunal. La musique, la machine, tout sera saisi par le gouvernement avant même que vous ayez pu respirer. » « En effet, » dit Holmes d'un ton doux. « Pourtant, je trouve curieux qu'un homme si certain de la protection officielle se glisse dans Baker Street en pleine nuit, plutôt que simplement demande la restitution des biens du gouvernement. » À ces mots, Harker perdit enfin son sang-froid. Il s'affaissa, son arrogance disparut. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-il. Il y en a d'autres, des hommes plus haut placés que moi. Ils veulent le supprimer. L'expérience a échoué. » Le regard d'Holmes s'aiguisa. « Échec ? Dans quel sens ?» Harker leva les yeux et, à cet instant, je vis une peur sincère dans ses yeux. Linley a modifié la formule en secret. Il disait avoir trouvé la résonance parfaite, un ton capable d'apaiser n'importe quel esprit. Mais quand nous l'avons testée, Dieu nous garde, elle a eu l'effet inverse. Ceux qui l'ont entendue se sont retournés les uns contre les autres. Certains se sont déchirés la chair, d'autres se sont tout simplement arrêtés. « Arrêtés ?» répétai-je faiblement. « Je respire, » murmura Harker. Un frisson me parcourut l'échine. Holmes resta silencieux quelques secondes, puis dit doucement « La musique de Linley n'était donc pas l'obéissance, mais l'annihilation. » Harker hocha la tête d'un air vide. Il a réalisé trop tard ce qu'il avait fait. Quand il a menacé de nous dénoncer, nous avons dû agir. Holmes se tourna vers moi. « Watson, te souviens-tu de la sensation que nous avons éprouvée hier soir lorsque le cylindre a joué ? Le poids dans la poitrine ? Le trouble du rythme ? Ce n'était qu'un fragment de sa puissance. Amplifié ou joué dans son intégralité, il pouvait vraiment tuer. J'ai senti mon estomac se retourner. Alors, Holmes, nous sommes assis sur une arme plus mortelle que la dynamite. » Holmes observa le cylindre avec une fascination sinistre. Précisément, et une chose infiniment plus subtile. Il bougea brusquement,
prit le cylindre du phonographe et le scella dans une boîte métallique. Puis il se tourna vers Harker. « Sir Julius, dit-il doucement, vous resterez ici jusqu'au matin. Ensuite, nous vous escorterons jusqu'à Scotland Yard, où vous ferez une déclaration complète. Si vos supérieurs souhaitent intervenir, ils peuvent le faire publiquement. » Le visage de Harker s'assombrit. « Tu crois pouvoir les arrêter ? Tu n'as aucune idée de qui. »« Assez, » dit Holmes sèchement. « Watson, veuillez aller chercher Lestrade immédiatement. » Je m'empressais d'obtempérer, malgré mon cœur battant la chamade. À mon retour 1 heure plus tard avec l'inspecteur, la pièce portait les traces d'une brève bagarre. La chaise était renversée, les cordes coupées net. La fenêtre était grande ouverte sur le brouillard matinal. Holmes se tenait près du rebord de la fenêtre, calme mais pâle. « Notre invité, dit-il, a choisi la voie du lâche. On a entendu une voiture partir il y a à peine 10 minutes. » Lestrade jura dans sa barbe. « On va faire surveiller les ports. Il ne peut pas aller bien loin. » Holmes esquissa un léger sourire ironique. « Ne sous-estimez pas le pouvoir de ceux qui font commerce de l'obéissance, Lestrade. Ils sont à l'écoute de tous les recoins de Whitehall. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Et la chose elle-même » Holmes désigna la boîte scellée sur la cheminée. « En sécurité pour l'instant, mais elle ne doit tomber dans aucun coffre-fort gouvernemental. Sa valeur ne réside pas dans son utilisation, mais dans sa capacité à la dissimuler. » Lestrade se gratta la tête. « Tu veux le détruire ? » « Pas encore, » dit Holmes. « Il reste une pièce du puzzle, le véritable mobile de la mort de Linley. Était-ce vraiment une tentative de silence, ou une autre main guidait-elle les actions de Harker ? Il regarda vers la fenêtre, où le brouillard s'épaississait comme un linceul. Tant que cette question n'aura pas été résolue, Watson, nous resterons dans le noir. Chapitre 8. Le coffre-fort sous la serrure. Ce soir-là, la ville semblait retenir son souffle. Une fine bruine avait recommencé à tomber, s'abattant sur les rues avec un léger soupir. Holmes et moi arrivâmes à Camden Lock à la tombée de la nuit, le brouillard s'enroulant sur le canal comme la fumée d'une forge invisible. Les lampadaires projetaient de pâles cercles de lumière sur l'eau, mais ici et là la brume les obscurcissait. Holmes avançait avec son silence habituel, portant sous un bras la boîte métallique scellée contenant le cylindre de Linley, et sous l'autre une solide bobine de corde. Je le suivais avec les outils que Carroway m'avait conseillés. Un petit grappin, des lanternes étanches et un crochet de plongée. Notre expédition ne fut pas entreprise à la légère. Même Holmes avoua que cette aventure était périlleuse. Au bord de l'eau, Carroway nous attendait. Il portait un épais ciré et ses lunettes brillaient à la lueur de la lanterne. Il nous conduisit vers une petite écoutille en fer dissimulée sous une vieille plateforme d'amarrage. Le bois tout autour était lisse et couvert de mousse, les gonds rouillés par des années d'eau et de négligence. « Ceci, » murmura Carroway, « c'est l'entrée. » Linley y faisait référence dans l'un de ses journaux. Bien qu'il l'ait appelée la chambre silencieuse, il l'a conçue comme un sanctuaire pour sa composition finale. Holmes s'accroupit près de la trappe et l'examina attentivement. « Remarquable, » murmura-t-il. « Le travail est précis. Celui qui a construit cela l'a fait avec intention et discrétion. » Il sortit une clé de sa poche, une fine pièce de laiton qu'il avait sur lui depuis notre première visite à Bloomsbury, et l'introduisit dans la serrure. Le mécanisme émit un léger clic, et la trappe s'ouvrit avec un grincement qui semblait trop fort pour une ouverture aussi petite. Une échelle descendait dans l'obscurité. L'air était lourd et humide, et une légère odeur métallique montait. Holmes me tendit la lanterne. « Nous procédons avec prudence, Watson. Ce n'est pas une cave ordinaire. » Nous descendîmes un par un. Mes bottes clapotaient faiblement contre l'eau accumulée sur les premières marches. L'air se faisait plus froid, plus oppressant. Holmes ouvrait la marche, sa lanterne projetant une lumière dansante sur les murs de briques et de fer. Au fond, nous nous trouvâmes dans une chambre circulaire d'environ 6 mètres de diamètre. Les murs étaient tapissés d'épaisses plaques de métal,
riveté comme pour résister à la pression. En son centre se dressait un piédestal de pierre sur lequel reposait une caisse en bois, bien plus ancienne et usée que celle que portait Holmes. Autour du piédestal courait un étroit canal rempli d'eau, alimenté par une petite pompe qui chuchotait encore faiblement. « Ceci, dit doucement Carroway, est le cœur du projet de Linley. » Holmes s'avança, scrutant la chambre du regard. « Observez, Watson, la construction. Ce n'est pas un simple entrepôt, c'est un résonateur acoustique. La forme même de cette voûte amplifierait certaines fréquences tout en atténuant d'autres. C'est une chambre sonore conçue pour être utilisée, le laboratoire ultime de Linley. » Carroway hésita, jetant un coup d'œil vers le piédestal. Dans ce coffret se trouve la sonate complète. Linley a écrit qu'elle devait être jouée ici, sous l'eau. Non pas pour la dissimuler, mais pour la compléter. Holmes étudia la boîte comme s'il s'agissait d'un puzzle non ouvert. « Une performance immergée, » murmura-t-il. « Et pas seulement de l'art, mais une expérience. » Il souhaitait tester sa théorie in situ, dans des conditions qu'aucune salle de concert ne pourrait reproduire. Je ne pus m'empêcher de poser cette question. « Mais Holmes, qu'est-il arrivé à Linley? La chambre l'a-t-elle réclamé ?» Holmes ne répondit pas immédiatement. Ses doigts parcoururent les rainures de la boîte, comme s'il lisait une inscription cachée. Puis il regarda Carroway d'un air perçant. « Expliquez-moi, si vous le voulez bien, monsieur Carroway, pourquoi vous n'avez pas révélé cela à Scotland Yard ?» La voix de Carroway était basse. « Parce que je craignais qu'il ne la détruise. Cette fréquence est dangereuse, Dr. Watson. Non pas parce qu'elle force à l'obéissance au sens strict, mais parce qu'elle altère la volonté elle-même. » Linley en parlait comme d'une force au-delà de la loi et de la raison. Et Harker voulait en faire une arme. Holmes hocha lentement la tête. C'est pourquoi Harker voulait absolument l'obtenir. Et c'est pourquoi il aurait réduit Linley au silence. Il se tourna vers moi, la voix désormais ferme. « Watson, nous sommes ici car l'affaire a atteint son point critique. Ce que nous trouverons dans ce coffre décidera si nous possédons un trésor musical ou une arme fatale. » Il s'approcha du piédestal et souleva délicatement la caisse en bois. L'air sembla se figer et le silence de la chambre pesait sur nous comme un poids. Holmes posa la caisse sur la pierre et, avec un soin délibéré, défit les fermoirs. À l'intérieur se trouvait une liasse de manuscrits, des rouleaux de parchemin scellés, et en dessous, un autre cylindre d'acier, plus grand que celui que nous avions récupéré dans le canal. Sa surface était gravée de caractères fins et de notations musicales, d'une complexité inégalée. Le métal semblait vibrer faiblement à la lumière. Holmes prit le cylindre avec révérence. « Ceci, dit-il, est la sonate complète, et cette chambre silencieuse, est l'instrument auquel il est destiné. » Carroway déglutit bruyamment. Cette musique n'était pas destinée aux salles de concert. Elle était conçue pour démontrer le principe même. Jouée ici sous l'eau, elle produirait un son à une fréquence capable d'atteindre directement l'inconscient. Holmes hocha gravement la tête. « Et si les mauvaises oreilles l'entendent, monsieur Carroway, les conséquences pourraient être incalculables. » Nous sommes restés silencieux un long moment. Dehors, le bruit étouffé de la ville descendait par la cage de l'échelle. Sous nos pieds, l'eau murmurait doucement, comme si elle nous chuchotait des secrets que personne ne devrait entendre. Holmes remit alors le cylindre dans son étui. « Nous devons retirer tout cet appareil, » dit-il. « Il ne peut rester ici ni tomber entre des mains, aussi honorables soient-elles. Le monde n'est pas prêt pour une telle puissance. » Carroway hocha la tête. « Et Sir Julius ? S'il survit, il reviendra le chercher. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « Alors, il faut être plus rapide. » Il se tourna vers moi. « Watson, ce soir nous retournons à Baker Street. Mais avant 1 heure, je ferai sceller définitivement cette pièce. Cela nécessitera certaines précautions et un certain degré de confidentialité. » J'éprouvai un frisson d'appréhension, mais aussi une certaine satisfaction sinistre. Nous nous étions aventurés dans les profondeurs du mystère, et pour la première fois,
Je pressentais les contours de sa résolution. Pourtant, dans le regard de Holmes subsistait une ombre, la reconnaissance que l'enquête était loin d'être terminée. Alors que nous remontions vers la rue, Carroway jeta un dernier coup d'œil dans la salle. « Soyez prudents, messieurs, dit-il. La musique se souvient de ceux qui l'écoutent. » Holmes ne répondit pas. Son esprit était déjà tourné, comme toujours, vers les événements à venir. Mais je ne pus m'empêcher de réfléchir aux paroles de Carroway. Et dans cette réflexion résidait un malaise plus profond. La dernière mesure du pianiste noyé n'avait pas encore été jouée. Chapitre 9. La conspiration dévoilée. Le matin qui suivit notre descente dans Camden Lock ne ressemblait à aucun autre que j'avais connu durant mes années avec Holmes. Londres s'éveilla sous un ciel d'acier, les nuages lourds et bas, et le brouillard du canal persistait, comme s'il hésitait à se dissiper. Holmes était déjà à sa fenêtre quand je me levai, son profil net se découpant sur la lumière du gaz. Son expression était indéchiffrable, malgré une certaine satisfaction dans son regard. Notre conversation de la veille me revenait en mémoire. Holmes avait insisté pour le silence, affirmant seulement que la musique doit être enterrée avant d'être entendue. Pourtant, je ne pouvais oublier l'avertissement de Carroway. La sonate n'était pas seulement un art, mais une puissance dangereuse, capable de commander les esprits aussi facilement qu'un commandant dirige ses soldats. Holmes rompit notre silence matinal avec sa détermination habituelle. « Watson, nous sommes à l'aube d'une révélation. Mais la révélation n'est pas un don gratuit. Il faut l'arracher à l'obscurité. » Cette phrase était typique de lui, mi-cryptique, mi-impérialiste. J'ai pris mon thé en silence, attendant qu'il poursuive sa réflexion. « La nuit dernière à Camden a tout changé, » a poursuivi Holmes. « Nous savons maintenant que la sonate a été conçue pour un but bien plus vaste que la musique. Nous savons aussi que Sir Julius Harker n'agissait pas seul. Il existe un réseau, une cabale au sein de Whitehall, déterminée à exploiter cette découverte. Ce réseau est prêt à tout pour s'en emparer. » Je posai ma tasse. « En avez-vous la preuve, Holmes ?» Il me regarda avec une certitude absolue. « La preuve réside dans les déplacements de notre invité disparu. Harker a disparu non seulement pour se protéger, mais aussi pour remettre l'appareil à ses maîtres. C'est un coursier, Watson, et nous commençons à peine à remonter la piste. » À ce moment-là, on frappa à notre porte. Madame Hudson fit entrer l'inspecteur Lestrade, l'air inhabituellement grave. Il portait une liasse de papier et semblait courir contre le vent. « Holmes, » commença Lestrade sans préambule, « il y a eu un autre incident. Un autre corps a été retrouvé, cette fois sur la Tamise, près du pont de Lambeth. » Holmes ne parut pas surpris. « Allez-y, Lestrade. » L'inspecteur étala les papiers sur la table. « La victime est un certain monsieur Edwin Calvert, commis à l'amirauté, noyé comme Linley, mais sans aucune trace de violence. Il a été retrouvé près de la marée basse, comme s'il était tombé volontairement dans la rivière. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « Et quel est le lien avec notre affaire ?» Lestrade fronça les sourcils. Calvert était connu pour avoir été en contact avec Sir Julius Harker. Des témoins les ont vus se rencontrer à Pall Mall quelques jours avant la mort de Linley. Calvert avait sur lui des documents relatifs à des expériences acoustiques. Holmes se tourna vers moi, la voix basse. « Watson, nous sommes au cœur d'une série de meurtres, et ce n'est pas un hasard. Linley, Calvert, tous deux noyés dans des circonstances mystérieuses. Tous deux étaient très liés à Harker. Il ne s'agit pas d'une simple rivalité artistique, mais d'une purge. » Il tapota l'étui contenant le cylindre. « Et la sonate est le prix. » Les paroles de Carroway à Camden me revinrent en mémoire. La musique se souvient de ceux qui l'écoutent. Le regard de Holmes se posa sur moi avec un sérieux rare. Nous devons comprendre leurs intentions avant de finaliser leur projet. Il appela Lestrade à ses côtés et parla d'une voix rapide que je pouvais à peine suivre. Lorsqu'ils eurent terminé, l'inspecteur partit, nous laissant seuls, Holmes et moi. Holmes arpentait la pièce. « Watson,
La conspiration à laquelle nous sommes confrontés est plus vaste que Carroway ne le soupçonnait. Sir Julius Harker était ministre de la Couronne, mais il répondait à d'autres, des hommes dont les noms ne sont prononcés qu'à voix basse. Ils voient dans l'œuvre de Linley non pas une composition musicale, mais un mécanisme de contrôle. J'ai demandé doucement. « Holmes, croyez-vous qu'ils l'ont déjà testé ?» Sa réponse fut sombre. « Je n'en doute pas. Les journaux de Linley parlent de tests à Camden, et Carroway l'a confirmé. Mais l'ampleur réelle reste inconnue. C'est pourquoi Harker a disparu avec l'appareil. Il ne voulait donc pas risquer d'être découvert. » La main de Holmes se posa sur la boîte scellée. « Watson, il faut aller plus loin. Camden n'a révélé que la chambre. Il ne nous a pas donné le plan complet. Harker et ses maîtres ont préparé la représentation finale quelque part. » Je le regardais stupéfait. « Une performance ? Vous voulez dire que c'est un acte public ?» Le regard de Holmes était fixe. « Ce n'est pas juste une performance, Watson. Une démonstration. Une expérience sur l'esprit des masses. Imaginez, un soir, le bon son a été joué au bon endroit et une foule entière a pu être contrainte d'obéir sans poser de questions. C'est le pouvoir qu'ils convoitent. Et c'est pourquoi, mon ami, nous devons les arrêter. » On frappa à nouveau à notre porte, plus insistant cette fois. Madame Hudson fit entrer un petit homme nerveux au regard perçant. Il se présenta comme M. Oliver Renshaw, journaliste pour le Times, qui prétendait détenir des preuves concernant les disparitions et la sonate. Holmes le regarda froidement. « Continuez. » Renshaw a produit une liasse de lettres et de photographies. L'inspecteur Lestrade a eu la générosité de m'accorder un accès limité. J'ai découvert une correspondance entre Harker et des responsables de Whitehall. Des lettres qui évoquent ouvertement le potentiel de la sonate pour l'ordre public. Et plus encore, une liste de noms. Les noms de ceux qui assisteraient à une représentation privée. Il passa les papiers à Holmes, qui les parcourut à la vitesse de l'éclair. Il fronça les sourcils. « C'est parti. Il compte le dévoiler avant la fin de la semaine. » La voix de Renshaw baissa. « Holmes, je dois vous prévenir, il y a plus. L'un d'eux figure parmi les Dissenting, personnalités les plus influentes du gouvernement. Ils ont l'influence nécessaire pour faire disparaître tout cela s'ils le souhaitent. Vous ne vous opposez pas seulement à Harker, vous vous opposez au cœur même de l'establishment. » Les lèvres de Holmes s'étirèrent en un léger sourire. « C'est précisément pour cela que j'ai l'intention d'agir. » Il rendit les papiers à Renshaw. « Gardez-les précieusement, monsieur Renshaw. N'en parlez à personne. Surtout, n'approchez ni Harker ni Camden avant d'avoir de mes nouvelles. » Renshaw s'inclina et se retira. Lorsque la porte se referma, Holmes se tourna vers moi. « Watson, l'affaire est entrée dans sa phase finale. Nous devons localiser Harker avant la représentation, intercepter la sonate et faire toute la lumière sur cette conspiration. » Ces mots m'ont fait froid dans le dos. « Mais Holmes, vous comprenez sans doute le danger. Si nous nous trompons... » Holmes me fixa d'un regard à la fois rassurant et résolu. « Nous n'avons pas tort. Et c'est pourquoi, Watson, nous ne pouvons pas hésiter. La musique n'attend personne. » De l'autre côté de la fenêtre, le brouillard se resserrait encore, comme attiré par la vérité que nous cherchions désormais. Et je savais, avec une certitude qui me procurait à la fois effroi et détermination, que le jeu approchait de son dénouement décisif. Holmes se tenait près de la fenêtre, une pipe à la main, les yeux plissés vers les rues de Londres. Quelque part au-delà de ce voile de brouillard, Sir Julius Harker bougeait toujours, emportant avec lui la musique du défunt, et avec elle, le pouvoir de modifier l'esprit des hommes. Chapitre 10. Le piège de Westminster. Le troisième soir après notre descente dans Camden Lock, Londres était plongée dans un silence pesant. Le brouillard, incessant visiteur des rues de Baker Street, était plus épais que jamais, enveloppant la ville d'ombre et d'incertitude. Holmes s'impatientait, arpentant le salon d'un pas mesuré, sa pipe à la main. Son esprit, je le savais, se préparait déjà à l'inévitable confrontation. « Watson, » dit-il brusquement, sans préambule, « nous devons agir ce soir. Chaque heure qui passe leur donne plus de temps pour se préparer.
plus nous attendons, moins nous avons de chances d'empêcher leur projet. J'ai incliné la tête. Et quel est ton plan, Holmes? Ses yeux brillaient d'une lumière rare et vive. Un piège, Watson. Une démonstration qui attirera Harker et ses alliés à découvert. Ils se prennent pour des chasseurs, mais ce soir, ils découvriront qu'ils sont la proie. Nous avons passé la majeure partie de l'après-midi à nous préparer. Holmes a de nouveau consulté Carroway, et ensemble, ils ont examiné les documents et les croquis que nous avions récupérés. Lestrade, bien que n'étant pas au courant de tous les détails, a accepté de déployer certains agents de police à des endroits clés de Westminster. À la tombée de la nuit, Holmes avait réglé tous les détails. Notre plan était simple en principe, mais complexe dans son exécution. Nous utiliserions la seule chose certaine pour inciter Harker à agir. Un exemplaire de la sonate de Linley, discrètement divulgué à Whitehall. Carroway protesta contre le risque, mais Holmes répondit avec un sourire sinistre. Le risque est la monnaie de la détection. À la tombée de la nuit, Holmes, Carroway, Lestrade et moi nous sommes réunis dans une pièce discrète sous Westminster Hall. Là, Holmes a dévoilé la dernière pièce de son projet, une réplique du cylindre scellée et préparée comme appât. L'étui devait être exposé au grand jour lors d'une démonstration publique de la sonate. Une invitation à ceux qui souhaitaient s'en emparer. « Lestrade, dit Holmes, vos officiers seront postés pour encercler la salle. Il nous faut un cordon de sécurité pour garantir que la proie n'est nulle part où se cacher. » L'inspecteur hocha la tête. « Compris. » Holmes se tourna vers moi. « Watson, tu seras mon observateur dans le hall. Carroway restera dehors pour assister les agents. Je soupçonne que notre cible sera plus d'un homme. » J'ai ravalé mon malaise. Holmes, c'est dangereux. Et s'il soupçonne le piège? Le regard de Holmes était fixe, impassible. Alors, Watson, nous avons échoué. Mais si nous avons raison, ils viendront. Le décor était planté. Westminster Hall se transforma en un lieu subtilement intrigant, éclairé à la bougie, silencieux, l'air chargé d'un léger parfum de cire et de pierres humides. L'heure arriva et je pris place dans la galerie, cachée par l'ombre, le regard fixé sur la salle en contrebas. Un lent flot d'invités arrivait, des hommes influents, enveloppés de murmures et de détermination, certains portant des lettres, d'autres écoutant attentivement la musique qui flottait faiblement dans l'air. La démonstration était lancée. Un musicien jouait les premières mesures de la sonate de Linley sur un piano à queue placé sous l'estrade. Les notes étaient étranges et envoûtantes. L'air semblait en vibrer. Je ne saurais dire si c'était la peur ou la fascination qui captivait le public. Holmes était à côté de moi, silencieux, son regard scrutant chaque mouvement en contrebas. Carroway se tenait à l'arrière, son carnet à la main, murmurant des instructions aux officiers de l'estrade. L'instant arriva sans prévenir. Un silence s'abattit sur la salle tandis que la musique atteignait son paroxysme. À cet instant, une silhouette traversa l'ombre et se dirigea vers le piédestal où était placé le cylindre. C'était Sir Julius Harker. Il était pâle, son manteau serré. Il jeta un rapide coup d'œil au musicien, puis s'avança d'un pas décidé, ignorant les regards curieux braqués sur lui. La voix de Holmes était basse. « Là, voilà notre proie. » Harker atteignit le piédestal, sa main gantée touchant le boîtier. Il marqua une pause, comme si le son lui-même le captivait. Puis, sans hésiter, il se pencha pour l'ouvrir. C'est à ce moment-là que Holmes a frappé. De mon point de vue, j'ai vu un mouvement soudain. Les officiers de l'estrade se rapprochaient. Un cri a retenti. Harker s'est retourné, le visage déformé par la fureur et la terreur. Il a sorti un petit revolver de son manteau et a tiré à l'aveuglette. Le chaos a éclaté. La musique s'est arrêtée, et la salle s'est effondrée dans un fracas de pas et de cris. Holmes bondit hors de la galerie et s'avança avec un calme presque terrifiant. « Monsieur Harker !» cria-t-il. « Vous êtes mon prisonnier. » Le visage de Harker était pâle sous la lumière du gaz. « Tu ne sais pas ce que tu as fait !» s'écria-t-il. « Ils viendront pour tout. » La réponse de Holmes fut calme, mais ferme.
Ils sont déjà arrivés, monsieur, et nous les attendions. Les officiers saisirent Harker et le désarmèrent. Je m'avançai aux côtés de Holmes tandis que Lestrade ligotait le prisonnier. Holmes se retourna alors, balayant la pièce du regard. Les invités avaient dit recommencer à murmurer, certains sous le choc, d'autres avec stupeur. Holmes s'adressa à eux d'une voix calme. « Messieurs, ce dont vous avez été témoins n'est pas un crime ordinaire. Il s'agit d'une conspiration visant à exploiter le pouvoir le plus subtil qui soit, celui de commander la volonté des hommes par la musique. Ce pouvoir réside dans le cylindre que vous voyez ici. Ma mission a été de veiller à ce qu'il ne tombe jamais entre les mains de ceux qui voudraient en abuser. » Un silence s'installa, rompu seulement par le faible murmure de la foule. Le regard de Holmes croisa le mien, et je compris que ce n'était que la première révélation. La vérité plus grande encore se trouvait encore à venir, dans l'esprit de ceux qui cherchaient encore la sonate, et dans les ténèbres au-delà de Westminster Hall. Lestrade s'avança. « Holmes, et maintenant ?» Holmes posa la main sur le cylindre scellé. « Maintenant, mon cher Lestrade, nous le sécurisons, et nous nous préparons à la suite, car je suis convaincu que la conspiration est loin d'être terminée. Harker n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste. » Tandis que le prisonnier était emmené, Holmes se tourna vers moi avec un regard d'une rare solennité. « Watson, le dernier mouvement approche, et lorsqu'il surviendra, nous devrons être prêts à l'entendre, car il sera différent de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. » Dehors, le brouillard enveloppait Westminster, engloutissant son et lumière. Quelque part, je le savais, la musique de la sonate de Linley attendait encore, attendant sa dernière mesure. Chapitre 11. Le Conseil des Ombres. Le lendemain du tumulte de Westminster Hall ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu depuis que j'étais Ozzy. Côté de Holmes. Londres s'éveilla sous un ciel maussade, le brouillard s'accrochant obstinément aux rues et aux ruelles. Le bruit des sabots des fiacres résonnait étouffé, comme si la ville elle-même avait été soumise par une main invisible. Holmes arpentait déjà le salon lorsque je me levai, d'une démarche lente et précise, sa pipe serrée entre les dents. Il y avait un poids dans l'air, le sentiment que les événements de la nuit précédente avaient ouvert la porte à quelque chose de plus sombre. Holmes ne parla pas au petit déjeuner, se contentant de jeter un coup d'œil occasionnel à la mallette scellée posée sur la table. Son regard, toujours calculateur, trahissait que la confrontation de Westminster n'avait rien changé, si ce n'est qu'elle avait accentué les dangers à venir. Ce fut Lestrade qui rompit le silence plus tard dans la matinée. L'inspecteur arriva en hâte, accompagné de Carroway et d'un messager porteur d'une dépêche cachetée. Holmes prit la lettre sans cérémonie, l'examina à la lumière de la lampe, puis me la tendit. L'enveloppe ne portait aucune marque, à l'exception d'un blason élaboré que je ne reconnaissais pas. Un blason que Holmes examina avec un vif intérêt avant de rendre la lettre à son propriétaire. « Ceci, » dit doucement Holmes, « n'est pas une communication ordinaire. Lestrade, avez-vous une idée de sa provenance ?» L'inspecteur secoua la tête. « Tout ce que nous savons, c'est qu'il est arrivé sans signature et qu'il est accompagné d'une convocation. Il est question d'une réunion secrète. Un conseil qui se tiendra à Whitehall ce soir même. » Holmes se pencha en arrière, la pipe à la main, tremblant légèrement. Un conseil. L'expression même trahit leurs intentions. Ils ne se déplacent pas à la lumière du jour. Ils préfèrent l'ombre. Carroway s'avança. « Monsieur Holmes, la lettre fait référence au nom de Sir Julius Harker et à la sonate. Celui qui l'a écrite est au courant des événements de Westminster. » Le regard de Holmes se fixa sur l'inspecteur. Cela le confirme. L'affaire est loin d'être close. Harker était bel et bien une pièce d'un jeu plus vaste, Watson, et nous sommes invités au mouvement suivant de ce projet. Je fronçai les sourcils. Holmes, as-tu l'intention d'y assister ? Holmes ne répondit pas immédiatement. Il fixa le feu, comme s'il pesait la gravité de son choix. Puis il dit doucement. Je le dois, Watson. S'il y a un conseil à Whitehall concernant la sonate, alors c'est là que se trouve le siège du pouvoir derrière cette conspiration. Connaître leur but, c'est connaître le jeu lui-même.
Et connaître le jeu, c'est en contrôler le dénouement. Lestrade fronça les sourcils. Mais Holmes, c'est dangereux. Ils sauront que vous les cherchez. S'ils sont prêts à noyer des hommes pour dissimuler ce secret, que feront-ils face à eux? Holmes lui adressa un léger sourire. C'est précisément pour cela, Lestrade, que nous devons nous préparer. Watson, Carroway, je vous demanderai de m'accompagner tous les deux. Carroway hésita. Monsieur Holmes, vous savez de quoi ces hommes sont capables. Ils parlent dans l'ombre et agissent en pitié. Ils n'hésiteront pas à réduire au silence ceux qui s'approchent trop près. La voix de Holmes était ferme. Raison de plus pour les rencontrer ouvertement. Nous assisterons à leurs conseils non pas comme suppliants, mais comme témoins, et, si nécessaire, comme adversaires. Ce soir-là, nous avons pris la route de Whitehall à la faveur de la nuit. Holmes avait soigneusement préparé son plan. Un déguisement pour Carroway et moi, des arrangements avec Lestrade pour des renforts en cas de violence, et un plan d'entrée détaillé. Le conseil devait se réunir dans une ancienne salle sous le palais de Westminster, un lieu inconnu de la plupart des Londoniens. Les instructions de la lettre étaient précises. Une porte étroite sous l'ancien corps de garde, un mot de passe et l'assurance de la discrétion. Holmes s'approcha de la porte avec le calme de celui qui sait qu'il tombe dans un piège, et pourtant déterminé à l'affronter. Il prononça le mot de passe d'une voix égale. La porte céda dans un murmure, et nous pénétrâmes dans un passage de pierre qui sentait l'humidité et le secret. La pièce au-delà était vaste et faiblement éclairée. Une douzaine de silhouettes se tenaient, groupées autour d'une longue table, leurs visages à moitié cachés dans l'ombre. L'air était lourd d'une odeur de tabac et d'autorité. Holmes nous conduisit sans hésitation, sa présence imposant le silence. L'une des silhouettes s'avança. Un homme d'une prestance imposante, vêtu d'un noir profond, le visage dissimulé sous une capuche. Sa voix était douce, mais imprégnée d'autorité. « Monsieur Holmes, dit-il, nous vous attendions. » Holmes inclina la tête. « Alors vous savez que je n'ai aucune raison de vous faire confiance. Cette assemblée parle de la sonate. Je suis venu pour en connaître le but et pour interroger ceux qui entendent la manier. » Un murmure s'éleva parmi les silhouettes. L'une d'elles, une femme à la voix aiguë et assurée, prit la parole. « La sonate n'est pas une simple composition, c'est un outil. C'est une question de la plus haute urgence pour la stabilité de l'Empire. » Le regard de Holmes ne faiblit pas. Un outil qui contrôle l'esprit des hommes n'est pas une question d'art, c'est une question de domination. Et la domination sans surveillance est une tyrannie. L'homme cagoulé s'avança. « Nous n'agissons pas sans réfléchir, monsieur Holmes, mais des forces vous échappent. La couronne a le devoir de maintenir l'ordre. Ce dispositif offre un moyen de le garantir. » La voix de Holmes se fit plus froide. « L'ordre acquis par le silence du libre arbitre est une corruption, pas une préservation. Vous parlez d'une paix qui se fait au détriment de la liberté, et cette paix n'en vaut pas la peine. » Un silence tendu s'installa. Le conseil le regarda d'un air silencieux. Puis l'homme encapuchonné reprit la parole. « Vous avez clairement exprimé votre position, monsieur Holmes, mais sachez ceci. Ceux qui détiennent la sonate ne la renonceront pas sans contrepartie. Vous êtes entré dans une guerre que vous ne pouvez pas encore saisir pleinement. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Alors, j'apporterai la lumière dans les ténèbres. Mais je vous préviens, messieurs et dames du Conseil, l'heure de la révélation a sonné. » Un mouvement soudain attira notre attention. Au fond de la pièce, une porte s'ouvrit doucement et une silhouette se glissa à l'intérieur. C'était Harker. Son visage était pâle, ses pas hésitants. Il ne parla pas, mais son regard croisa celui de Holmes avec un mélange de peur et de reconnaissance. La voix de Holmes était basse et posée. « Sir Julius Harker, vous êtes venu répondre de vos actes. » Les lèvres de Harker tremblèrent. « Ils ne me pardonneront pas, Holmes. J'ai vu ce que la sonate pouvait faire. Je ne peux pas permettre qu'on la rejoue. » Un murmure s'éleva dans la salle. L'homme encapuchonné s'avança d'une voix aigre. « Assez, ce n'est pas le lieu de discuter.
Monsieur Holmes, vous en avez assez vu pour savoir que le sort de la sonate se jouera ce soir. » Holmes parcourut la salle du regard. « Alors décidons-en ici et maintenant, car cette affaire ne peut rester dans l'ombre. » Le conseil était silencieux. Dehors, la nuit pesait sur les pierres comme une chose vivante. Et je sus, avec une certitude qui me fit froid dans le dos, que nous étions au seuil de l'acte final de l'affaire. Car dans cette chambre, dans ce conseil des ombres, la mesure du pianiste noyé était sur le point d'être révélée. Chapitre 13. Le jugement. Le lendemain de Camden Lock, Baker Street était plus calme que je ne l'avais jamais connu. Holmes était assis à sa fenêtre, la mallette scellée devant lui, le regard fixé sur le brouillard qui recouvrait Londres tel un linceul pâle. Pour une fois, il parla peu, comme si la nuit de travail l'avait épuisé. Moi aussi, je me sentais accablé par mes pensées. Nous avions vu la sonate ensevelie, muette sous les pierres et l'eau, et pourtant, le sentiment d'une affaire inachevée persistait. Il ne s'agissait pas seulement d'un meurtre ou d'un mystère résolu, mais d'un jugement moral qui s'étendait bien au-delà de la Tamise. C'est Lestrade qui rompit le silence matinal, arrivant avec une liasse de rapports et l'air épuisé. « Holmes, j'ai compilé ce que nous savons sur les disparitions. Linley, Calvert, Harker. Il y a plus de noms que nous ne le pensions, des gentlemen au service de la couronne dont la mort ou le silence ne s'expliquent que par cette affaire. Vous aviez raison, il existe un réseau. » Holmes ne quitta pas la fenêtre du regard. Le conseil des ombres n'était que la partie visible de leur plan, Lestrade. Le reste évolue dans l'ombre, et nous l'avons frappé en plein cœur. Lestrade parut dubitatif. « Tu crois qu'ils vont t'arrêter maintenant ?» Holmes se retourna enfin d'une voix basse et assurée. « Non. La musique a été enterrée, mais le désir demeure. Il y aura toujours des gens qui la recherchent, que ce soit pour l'art, la science ou le pouvoir. » Carroway, debout près de l'âtre, parla avec une gravité lasse. « Holmes, vous avez détruit la sonate. Mais qu'adviendra-t-il de ceux qui en auront survécu? Ne la reconstitueront-ils pas ?» Holmes esquissa un léger sourire. « Qu'ils essaient. Ils découvriront, Watson, qu'il n'y a pas d'autre mesure que celle que nous avons réduite au silence. C'était le règlement de compte, et nous l'avons décidé. » Ce soir-là, tandis que la lumière du gaz de Baker Street projetait sa pâle lueur sur le salon, Holmes me convoqua à ses côtés. Il me parla de l'affaire d'un ton à la fois pensif et grave. « Watson, au cours de toutes mes années de recherche, je n'ai jamais rencontré de cas pareil. Le pianiste noyé n'était pas seulement victime de violence, mais aussi d'une ambition qui allait au-delà de la mort. La sonate était son testament et son avertissement. J'ai demandé doucement. Et Harker, quel sort l'attend ? Le regard de Holmes s'attarda sur le dossier scellé devant lui. Ce n'est pas à nous d'en décider. Harker est entre les mains de la justice, et ses actes seront jugés en conséquence. Mais je crains qu'il ne trouve la paix, sachant ce qu'il a contribué à enterrer. On frappa à la porte. Madame Hudson entra avec une lettre, remise par un messager anonyme. Holmes l'ouvrit sans cérémonie. La lettre était brève, écrite d'une écriture à la fois certaine et délibérée. La mesure n'est pas terminée. La musique attend. Attention au silence. Holmes plia lentement le papier, le visage indéchiffrable. Watson, c'est l'appel d'un nouveau jeu. Le pianiste noyé n'est pas encore jugé. Quelque part au-delà de cet instant, la musique continue de m'appeler. Je ne pouvais dissimuler le malaise qui m'envahissait. Holmes, voulez-vous dire que le danger de la sonate persiste ? La voix de Holmes était posée, quoique teintée d'une rare mélancolie. Elle persiste dans l'esprit des hommes, et l'esprit des hommes ne s'arrête jamais. La plus grande mesure est celle qu'ils voudront toujours entendre à nouveau. Les jours qui suivirent furent calmes, presque trompeurs. Holmes retourna à ses expériences, au recueil de cas qui bordait Baker Street et à son étude silencieuse du caractère humain. Mais je remarquai que son attention était souvent attirée par la mallette scellée et la lettre qui la servait de cachet. Lestrade ne rapporta aucun autre incident, même si l'ombre de l'affaire du pianiste noyé planait dans les coulisses du pouvoir. Carroway partit peu après,
retournant à ses propres affaires avec la solennité d'un homme ayant été témoin d'une chose bien plus grande que lui. Et pourtant, je ne pouvais me défaire du sentiment que l'affaire était inachevée. Holmes lui aussi semblait en être conscient. Il y avait une certaine tension dans son attitude, une vigilance inhabituelle. Il parlait souvent de la suite, comme s'il s'attendait à une note finale à venir. Un soir, alors qu'un épais brouillard recouvrait Londres, Holmes me parla avec la sérénité qui le caractérise. « Watson, la vérité est la suivante. La valeur du pianiste noyé n'a jamais été uniquement une question de musique. C'était une question de pouvoir, de tentation, de choix entre domination et conscience. Ce choix n'est jamais tranché une fois pour toutes. C'est un jugement auquel chaque homme doit faire face. » Je le regardais, l'esprit lourd des échos de notre voyage. « Et nous, Holmes, quel est notre bilan ?» Le regard de Holmes s'adoucit, presque comme en réponse à une question que lui seul pouvait entendre. « Notre devoir, Watson, est de rester vigilant, d'écouter non seulement la musique jouée, mais aussi le silence qui suit, car c'est dans ce silence que réside la véritable portée de l'affaire. » Et nous restâmes assis en silence cette nuit-là, la lumière du gaz vacillant sur les murs du 221B Baker Street, la valise scellée posée entre nous comme un instrument endormi du destin. Dehors, Londres continuait sa route sous le poids de son brouillard et de son ombre. Quelque part, je savais que la mesure du pianiste noyé jouait encore, cachée, inaudible et en attente. Holmes ne parla plus ce soir-là. Il resta assis près de la fenêtre, une pipe à la main, les yeux fixés sur la brume qui recouvrait la ville. Et je savais que son esprit était déjà au-delà de cette pièce, suivant les fils d'un mystère dont la dernière note n'avait pas encore retenti. Ainsi se terminait l'avant-dernier mouvement de notre affaire. Pourtant, j'étais certain, comme Holmes lui-même, que la décision finale n'était pas encore prise. Chapitre 14. La dernière mesure. Les jours qui suivirent notre rencontre à Whitehall s'écoulèrent dans un étrange silence, comme si Londres elle-même retenait son souffle. Baker Street était plus calme que d'habitude. Holmes se consacrait à sa lecture, et pourtant je remarquai que son attention était partagée. Son regard s'attardait souvent sur la mallette scellée, sur la lettre portant l'avertissement suivant. « La mesure n'est pas terminée. La musique attend. Attention au silence. » Holmes est resté silencieux sur le sujet, mais je savais, comme je l'ai toujours su dans les grandes affaires, qu'il préparait le dernier mouvement de notre œuvre. Pour Holmes, aucun mystère ne demeure jusqu'à ce que la dernière note soit jouée et que la vérité ultime soit révélée. C'est le troisième soir après Camden Lock que la convocation arriva. Un messager discret la lui apporta. Une feuille de parchemin pliée, scellée à la cire, ne portant aucune marque, si ce n'est le même blason inconnu que nous avions déjà vu. Holmes l'ouvrit sans hésiter. Le message était bref. « La musique sera jouée, ce soir. Vous êtes invité à assister à la dernière mesure. » L'expression de Holmes ne changea pas, mais ses yeux perçants, trahissaient une rare intensité. Il se tourna vers moi. « Watson, il semble que la partie ne soit pas encore terminée. Ce soir, nous entendrons le dernier mouvement et verrons si la mesure se terminera en silence, ou dans la musique elle-même. » Il convoqua Lestrade et Carroway, et nous nous préparâmes ensemble. Holmes nous ordonna de nous retrouver dans un lieu discret de Westminster, près de l'antique salle où la conspiration avait pris forme. Il était tard, et le brouillard, au dehors, formait un épais rideau, étouffant les bruits de la ville. À notre arrivée, l'endroit était déjà rempli de silhouettes qui se déplaçaient discrètement. C'étaient des hommes et des femmes influents, au pouvoir subtil, rassemblés comme pour assister à un rituel. Holmes, Carroway, Lestrade et moi avons pris place parmi eux. Un silence s'abattit lorsqu'une silhouette émergea de l'extrémité sombre de la pièce. C'était Sir Julius Harker, le visage pâle, la démarche lente et posée. Il portait avec lui le cylindre, la mallette scellée que nous croyions enterrée à jamais. Le regard de Holmes la fixa avec une rare intensité. Harker parla d'une voix tremblante.
Messieurs et dames de haut rang, l'heure est venue. Il faut jouer la mesure. Holmes s'avança. Sir Julius, avant vous, je dois parler au nom de ceux qui se tiennent dans la lumière. Cette sonate n'est pas une œuvre d'art. C'est une arme, une force qui fléchit la volonté humaine. Ce n'est pas à vous d'en déterminer la mesure. Le visage de Harker se tordit d'angoisse. Tu ne peux pas savoir. Je l'ai entendue. C'est au-delà de la musique. Elle parle à l'âme, et je suis sûr de la voir jouer. La voix de Holmes était ferme, et je suis tenu de l'arrêter. Il y eut un silence tendu, puis la musique commença. Les premières notes s'élevèrent doucement, tremblantes comme le souffle d'un être à moitié oublié. C'était une musique différente de toutes celles que j'avais entendues jusqu'alors, envoûtante, terrible, comme si le son lui-même façonnait ma pensée. Je le sentais au plus profond de mon esprit, comme une impulsion sur ma volonté, un ordre discret, à la fois irrésistible et odieux. Holmes ne semblait pas affecté. Sa main se porta vers l'étui et, avec une précaution délibérée, il sortit de son manteau un petit instrument, un appareil qu'il avait fabriqué en secret. « Watson, dit-il doucement, voici la contre-mesure, il faut la faire taire. » Il plaça l'appareil contre le cylindre. Le son faiblissait, comme frappé par une main invisible. Les notes devinrent dissonantes, rompant un silence à la fois soudain et absolu. La pièce était silencieuse. Aucun souffle ne s'échappait. Même Harker titubait, comme si la musique lui avait été arrachée. Holmes se tourna vers le conseil. « La mesure est terminée. La sonate repose silencieuse, scellée non par la pierre ou l'eau, mais par la volonté et la raison. Qu'elle en reste là. » Il y eut un silence. Puis Lord Carroway s'avança. « Holmes, vous avez agi au-delà de nos conseils, et pourtant vous avez fait le nécessaire. Nous veillerons à ce que cette affaire soit classée. » Holmes inclina la tête. « C'est tout ce que je demande. Laissons de côté la peine du pianiste noyé. Et rappelons-nous que certaines musiques sont trop dangereuses pour être jouées. » Le regard de Harker croisa celui de Holmes. « Et le silence ? Est-ce qu'il va durer ?» La réponse de Holmes fut calme mais certaine. « Le silence ne dure que lorsqu'il est choisi. Nous l'avons choisi ce soir. » Dehors, le brouillard enveloppait la pièce comme pour la protéger du monde. Le conseil se dispersa en silence, et Holmes, Carroway, Lestrade et moi nous en allâmes dans la nuit. Nous marchions dans les rues de Londres, la lueur pâle du gaz se détachant sur la brume. Je regardais Holmes, cherchant l'expression qui pourrait me dire ce qu'il pensait de la mesure que nous avions mise en place. Mais il restait silencieux, l'esprit toujours concentré sur l'affaire. À Baker Street, Holmes prit enfin la parole. « Watson, de toute ma carrière, il n'y a jamais eu d'affaire pareille. Il ne s'agissait pas simplement de percer un mystère, mais de peser un poids moral. Nous avons entendu le dernier mouvement. Et le silence qui suivra sera notre réponse. » J'ai hoché la tête lentement. « Et la sonate ?» Holmes posa la main sur l'étui scellé. « La sonate est enterrée, Watson. Enterrée avec tous ceux qui voudraient la manier. Sa mesure est terminée. Mais son souvenir demeure, et ce souvenir est un avertissement. » J'ai alors compris que les mots de Holmes n'étaient pas simplement la fin d'une affaire, mais le résumé d'une vérité plus grande que toutes celles que nous avions rencontrées. Dans le calme du 221B Baker Street, le brouillard pressant contre la fenêtre et le doux souffle de la ville au loin, j'ai pris ma plume pour consigner ce récit. Car l'affaire du pianiste noyé n'était pas seulement un mystère résolu, c'était un témoignage du danger du savoir, du coût du pouvoir et de la mesure de la conscience humaine. Holmes, assis près du feu, pipe à la main, prit enfin la parole. « Watson, tout mystère est composé de mouvements. » Celui-ci a trouvé sa conclusion. Mais n'oubliez pas, il existe d'autres mesures encore inédites, et d'autres pianistes pourraient encore jouer. La nuit s'épaississait autour de nous. Dehors, Londres dormait sous son voile de brouillard, et quelque part, je ne savais où, le silence régnait. Ainsi se termine le dernier mouvement de notre affaire. La sonate était terminée, mais la musique attendait toujours.